Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans le podcast In Shape to Grow, le podcast qui a pour mission d'inspirer les entrepreneurs, les indépendants, les coachs à mettre leur santé en priorité. Dans ce nouvel épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Charles Capras, qui est un entrepreneur avec une carrière à rebondissement. Personnellement, je l'ai rencontré alors qu'il était au centre névralgique d'un quartier étudiant à Louvain-la-Neuve, le quartier de Locaille. Il était responsable d'un copy center, le Colmy, mais plus qu'un lieu de rendez-vous pour un appel ou l'autre, une photocopie ou l'autre, ou enfin de licence, le fameux mémoire à relier. Charles était vraiment quelqu'un qui était attentif à chacun et chacune et a pu ainsi créer de nombreux liens qui aujourd'hui se retrouve dans sa nouvelle activité qu'il a depuis maintenant plus de 10 ans. Vous allez découvrir justement dans cette nouvelle interview la carrière de Charles, comment il est arrivé à faire autant de liens entre l'entrepreneuriat et le monde du sport, et en particulier le monde du sport de haut niveau. J'espère à nouveau que cette interview vous inspirera et qu'elle vous permettra de découvrir, ou en tout cas de vous inspirer pour votre propre carrière, que ce soit en début de carrière ou même si vous êtes aujourd'hui avec de nombreuses années d'expérience. D'ici notre prochaine interview, je vous souhaite une excellente écoute et prenez soin de vous. Bonjour Charles, comment vas-tu aujourd'hui? Bonjour David, je vais très bien, merci. Et toi? Écoute, je vais très très bien. Écoute, je suis content de t'avoir pour ce 46e épisode du podcast In Shape to Grow, qui est vraiment un podcast qui a comme vocation d'inspirer les entrepreneurs, les coachs, les indépendants à mettre leur santé en priorité. Et donc, ça me semblait tout à fait normal de pouvoir t'interviewer sur le sujet parce que tu partages justement pas mal de choses liées au sport, à l'entrepreneuriat, et je trouvais une très bonne occasion de pouvoir le faire avec toi aujourd'hui. Donc, merci en tout cas d'avoir accepté cette invitation. Merci de me la donner. Merci de m'inviter dans ton podcast. C'est génial. Et donc, on va commencer comme d'accoutumance par revenir un peu sur quelques faits marquants de ta carrière, si tu le permets. Et puis, on rentrera dans le vif du sujet parce qu'on a déjà partagé pas mal d'informations avant le début de ce podcast. Et donc, je suis certain que ça va intéresser un grand nombre de nos auditeurs. Et donc, tu as commencé ta carrière et ta vie, je dirais, dans le Brabant wallon. Je pense que tu es vraiment un local. Tu es là à De Gate, on y reviendra, emblématique maintenant à Mont-Saint-Guibert. Et tu as fait tes études donc à l'Athénée Royal Paul Delvaux-Ottignies. On sait tout maintenant sur les réseaux. Et en tant que jeune sportif, tu as commencé sur un vélo, probablement comme chacun au départ, parce que c'est facile, on peut aller partout. Et puis petit à petit, tu t'es mis à la compétition dès l'âge de 15 ans pendant plusieurs années. Ça reste un sport vraiment qui te tient beaucoup à cœur, mais on verra que dans ta carrière de sportif, il y en a eu d'autres de sports dans lesquels tu t'es investi. Et nous, finalement, on s'est croisés. Moi, durant mes études justement en éducation physique, tu étais à l'époque une référence dans le quartier de Locaille, pardon, dans un endroit que tout le monde, je dirais, fréquentait, non pas un bar, comme certains pourraient le croire, mais un endroit où tout étudiant faisait ses photocopies, ses appels. Ça s'appelait d'ailleurs Colmy. Tu y as travaillé pendant des années. C'est là que tu as rencontré énormément d'étudiants, de générations d'étudiants. Alors, je suis certain que tu aurais l'occasion de raconter des anecdotes durant tout un podcast, mais on va peut-être pas rester sur ce sujet-là. Et puis, mais tu restes dans la région de Ottignies, Louvain-la-Neuve, Mont-Saint-Guibert, en ayant plusieurs postes de manager pendant une dizaine d'années, entre 2000 et 2010. Et puis, tu deviens brand ambassador pour l'Axis Park, qui est vraiment un centre business vraiment important à Mont-Saint-Guibert. C'est 72 500 mètres carrés, 26 000 personnes, un centre de fitness et plein de services qui y sont là. Et donc, aujourd'hui,
tu es passé après partner en 2011 et administrateur délégué pour The Gate, qui est vraiment le centre business coworking avec 160 postes de travail, 12 salles de réunion, dont j'ai pu d'ailleurs bénéficier avant de partir pour le Canada. On y reviendra. Mais aujourd'hui, depuis maintenant une dizaine d'années à The Gate, ou en tout cas dans le centre névralgique du business en Brabant Wallon, quelle importance cela a pour toi d'avoir grandi dans le Brabant Wallon, d'avoir créé toutes ces relations avec le Colmy et après dans l'entrepreneuriat? Tu es vraiment quelqu'un qui est connu dans la région. Quelle est l'importance pour toi d'être dans ta région avec des entrepreneurs de la région, de côtoyer les sportifs de la région aujourd'hui après 12 ans? Bah, c'est éminemment important. D'abord, on a la chance, et c'est l'université de Louvain-la-Neuve, c'est l'UC Louvain qui a créé ce pôle d'excellence autour de la ville d'Ottignies. Moi, je suis originaire finalement un peu de Nivelles, un peu de Warem. Je suis né à Warem, j'ai été baptisé à Nivelles, et puis j'ai vécu à Ottignies, à Limlette plus précisément. Quand tu as Louvain-la-Neuve qui grandit dans ton jardin, et qui devient ce que l'UC Louvain est devenu aujourd'hui, c'est une opportunité et une chance incroyable. D'abord, j'ai beaucoup voyagé sans voyager. Parce que quand tu vois toutes les nationalités qui sont arrivées à Louvain-la-Neuve pour étudier en coopération avec des Erasmus, etc., j'ai rencontré des gens de toutes les cultures, de plein de civilisations, des 5 continents. Donc, ça ouvre l'esprit. Quand tu es jeune, ça ouvre énormément l'esprit. Le côté relationnel, je pense que je l'ai toujours eu. Je dois tenir ça de mon père, à la fois relationnel et organisationnel. Et c'est tellement agréable. C'est un des privilèges de l'âge qui avance. C'est que finalement, ton réseau, il s'agrandit, mais en tout cas, les gens que tu as connus en étant jeune, un peu moins jeune, et notamment dans toute ma période Colmy, mais aujourd'hui, c'est tous des gens qui, à l'époque, étaient étudiants. Aujourd'hui, ils sont tous diplômés. Ils ont des réussites professionnelles, des réussites personnelles et des réussites individuelles ou collectives. Et on en retrouve un peu partout. Et on est surpris de voir le parcours des gens, qu'ils soient grands, connus ou grands tout simplement à titre personnel. Mais c'est génial, c'est une chance extraordinaire, et on se retrouve grâce à l'UC Louvain aujourd'hui, notamment ici à l'Axis Park et à The Gate, dans la province qui est devenue la province qui a le meilleur PIB en Belgique. On a dépassé la province d'Anvers en 2019. Wow. Alors, il ne faut pas en faire des paquets, mais c'est quand même une référence. Je le cite par référence, c'est pas le fait d'être premier. Beaucoup de gens pensent que la Wallonie, si les Ardennes ont une ardeur d'avance, on a une longueur de retard sur nos amis flamands. Pas du tout. En tout cas, en Brabant Wallon, on a cette particularité. C'est vrai qu'on a un peu une exception, mais elle est certainement due par tout le tissu économique qui s'est créé grâce à l'UC Louvain. Et toutes les belles personnes qui sont là, plein de monde aussi qui est venu faire ses études et qui finalement est resté dans la région. C'est ça. Les gens sont restés parce qu'ils y ont trouvé un job, parce qu'ils y ont trouvé l'amour, parce qu'ils ont trouvé tout simplement que c'était hyper facile de vivre ici, parce qu'on n'est pas loin, on est dans la grande banlieue verte de Bruxelles. Donc on a tout l'avantage sans avoir trop d'inconvénients. C'est ça. Et donc, le fait d'avoir pu suivre ça, justement, tu parles de l'UC Louvain, en toi, en tant que point direct avec les étudiants, et puis de pouvoir justement aujourd'hui travailler avec justement les différentes entreprises locales avec un centre comme The Gate, c'est vraiment effectivement un parcours idéal pour toi en tant que personne de référence dans le networking, dans l'organisation, parce que c'est une chance. L'Axis Park, il était en projet depuis, je n'ai pas l'info, savoir si c'était un projet qui était très ancien quand il a été ouvert en 2010, mais c'est vraiment un centre extraordinaire aujourd'hui. Alors, The Gate, c'est ouvert en 2010, mais l'Axis Park, c'est un peu plus vieux. C'est ça. L'Axis Park fêtera l'année prochaine ses 20 ans. OK. Et donc, moi, je vivais à Mont-Saint-Guibert, puisque je me suis expatrié à 25 ans, mais pas loin. Pour quitter Limlette et Ottignies, Louvain-la-Neuve pour aller à Mont-Saint-Guibert, tu fais jamais que 3-4 kilomètres. Par contre, voilà, c'est une très chouette commune. Et quand tu as la chance, encore une fois, parce que j'aime bien les gens et parce que je m'intéresse au monde, finalement connaître pas mal de monde dans Mont-Saint-Guibert, et puis qu'on t'annonce qu'il y a un projet comme l'Axis Park qui va arriver,
un projet privé mené par 5 personnes qui vont développer jusqu'à 85 000 mètres carrés de bureaux dans ton village, dans la partie business, hein, collé au parc scientifique de Louvain-la-Neuve, donc pas dans le village. Donc tu n'as pas les nuisances et tu peux avoir tous les bénéfices. Et pour moi, j'ai trouvé ça vraiment une opportunité incroyable. Et en fait, c'est un peu toute ma vie, hein. Alors mon parcours, tu parlais un peu, mon parcours, il est très chaotique. Et je pense qu'il n'appartient qu'à moi et je le souhaite à personne parce que à côté de ça, je crois qu'il faut un peu de chance, même beaucoup. La chance, on va la chercher. Et mon parcours, c'est surtout des rencontres en fait. C'est ça. Toujours fait de rencontres et les rencontres ont déterminé souvent la croisée de chemin et des nouvelles directions à prendre avec des gens. Voilà, avec qui on fait un bout de chemin, plus ou moins long, et il y en a pour lequel le chemin est très long. Et je voulais préciser aussi, par rapport à un parcours comme le mien, qu'on ne peut pas faire ce parcours sans la complicité familiale aussi. C'est tellement important. Dans mon cas, je suis un homme, évidemment, mais on dit souvent que derrière les grands hommes, il y a encore des plus grandes femmes. Voilà, moi j'ai une compagne extraordinaire et j'ai une compagne qui comprend qui n'est pas du tout comme moi, mais qui me comprend totalement et qui sait que pour m'épanouir et pour me laisser qui je suis, voilà, elle me laisse, je ne vais pas dire cette liberté, mais en tout cas, elle comprend ce que je fais. Et ça, c'est tellement, tellement important aussi d'avoir cette complicité dans sa vie privée et de ne pas avoir, d'avoir des gens qui comprennent. Et c'est parfois comprendre avec un peu de sacrifice aussi, hein, des sacrifices pour elle aussi. Tout à fait. Et là, je vais dire, le pont est facile avec le domaine sportif parce que tu as eu ta carrière en cyclisme et puis plus tard, tu as débuté une carrière en judo parce que tu as mis les enfants au club du judo et puis très vite, on t'a dit, écoute, ce serait bien que tu fasses partie toi aussi de la grande famille du judo. Tu parles d'une carrière chaotique ou en tout cas avec beaucoup de rebondissements, mais c'est un peu ce que ressentent aussi les sportifs de haut niveau qui ont une carrière, qui ont besoin de ce soutien familial, qui ont des sacrifices à faire énormément. Donc, toi, tu as fait ce parallèle-là depuis très longtemps entre l'entrepreneuriat et le monde du sportif. En 2015, tu crées une fondation qui est Bistrang, qui a été, je me souviens, parce que on a travaillé un tout petit peu ensemble sur ce projet-là. En tout cas, je m'y suis intéressé. Ça a été un peu plus difficile avec ces 2 dernières années, évidemment, avec le monde économique qui s'est ralenti. Bistrang, c'est une fondation, donc, qui met en relation les entreprises et les athlètes de haut niveau, mais qui n'ont pas le budget et l'aura du football, hein, puisque c'est finalement une idée qui est venue après la World Cup de 2014, après l'embrasement de la Belgique pour le Brésil et pour les résultats de la Belgique. Tu t'es dit, il y a plein de potentiel dans le monde belge qui auraient aussi besoin de soutien et en même temps qui peuvent créer un engouement, un esprit national, un esprit de famille autour de ces jeunes. Ça a été mis un petit peu en pause durant ces années. Ma question pour toi serait, quelle énergie ça demande de créer une fondation comme ça? Tu as déjà la gestion professionnelle, le réseautage, l'organisation, tu as toujours été investi, mais créer une fondation de zéro, aller chercher les entrepreneurs qui ne sont pas toujours des grands sportifs, qui ne voient pas toujours l'intérêt de suivre des jeunes prometteurs. Qu'est-ce que ça demande comme investissement personnel, comme énergie, en plus de ton travail professionnel? Toute proportion gardée, mais ça demande le même investissement que les sportifs qui rêvent un jour d'atteindre un objectif. Hein, alors l'objectif, il est différent, mais voilà, je pense que tous les sportifs, ils rêvent d'être champions du monde, d'être champions olympiques. Alors créer une fondation, c'est pas les Jeux olympiques ou le championnat du monde, mais le parcours est un peu à cette image, et donc il faut surtout s'inscrire dans la durée. Il faut passer tous les obstacles, et puis il faut beaucoup de patience. Parce que voilà, c'est pas parce qu'on décide de se mettre en route que le bout du chemin est là tout de suite. Et puis il faut arriver à convaincre aussi les gens. Donc il faut s'inscrire dans le paysage. Il faut un peu aller chercher on va pas dire ces lettres de noblesse, mais il faut que les gens comprennent. C'est pas parce que tu crées quelque chose et que tu as l'inspiration
c'est vrai quand au Brésil, la campagne des Diables Rouges, ben, quand ils ont été éliminés, ben, les gens disaient c'est fini, voilà, ils rangeaient leur maillot, ils rangeaient leur grimage, drapeau belge, etc. Et je dis non, c'est pas fini. C'est pas fini. Il y a des Belges qui font tout le temps. On voit ce qui est occupé de faire Bart Swing actuellement aux Jeux mondiaux. 5 médailles, 4 médailles d'or aux Jeux mondiaux. Il est champion olympique. Le gars en patinage de vitesse sur glace. Maintenant, il est occupé de cartonner. Et voilà, le Tour de France, évidemment, occulte un peu ce genre de choses, mais chapeau, quoi. Ce que fait Wout van Aert, ce qu'a fait Yves Lampaert, ce que font les Belges là-bas, ben, c'est extraordinaire. On vit de grands moments et on peut en vivre finalement toutes les semaines. Voilà. Après, il faut convaincre les entreprises. Et donc, bah là, je commence à utiliser des termes financiers. Hein, et ce qu'on veut, c'est mettre, ben voilà, par exemple, des gens comme Bartwing, on pourrait très, très bien le mettre dans la fondation, parce qu'il gagne quand même un peu d'argent. Mais il est loin de gagner ce que va gagner un footballeur qui n'est même pas en équipe nationale, mais qui va jouer au 2e ou au 3e niveau national. Et qui ne sera jamais Diable Rouge. Hein, voilà, avec le respect que j'ai pour eux. Alors, s'ils gagnent l'argent, tant mieux, et c'est très bien. Mais par contre, il y a tous ceux qui n'en gagnent pas, ou pas assez, et qui finalement sont de merveilleux ambassadeurs pour la Belgique. Et donc, ils peuvent être de merveilleux ambassadeurs, comme Anne Zagré, par exemple, en 100 mètres haies. 6 championnats du monde, 6 participations, 3 participations aux Jeux, dans le top 15 mondial. C'est une athlète magnifique, comme il y en a plein d'autres, et qui peuvent très, très bien représenter une marque. Et donc, ce qu'on fait avec la fondation, c'est dire à nos partenaires ou nos futurs partenaires dans les entreprises, ben, au lieu de mettre tout dans un sport ou dans une équipe ou dans un athlète, nous, on a une SICAV. Donc, vous mettez dans plusieurs et vous avez des athlètes qui vont performer, d'autres moins, d'autres qui vont se blesser, mais vous allez les accompagner. Et donc, c'est la valeur moyenne qui va faire monter votre image. Et en fait, ce qu'on essaie de donner aux gens aussi, c'est du retour sur émotion. Et ce fameux return on emotion, moi, j'aime ça parce que quand une entreprise se lie à ça, eh bien, automatiquement, c'est des plus-values pour elle. Parce qu'elle peut aussi communiquer et partager ses émotions avec ses clients, ses fournisseurs, ses collaborateurs. Et donc, c'est un chouette investissement. Mais c'est un investissement, effectivement, sur le très, très long terme. Et comme pour les athlètes, finalement, toute proportion gardée, mais la Covid nous a joué un vilain tour, évidemment, et nous a fait mettre tout à l'arrêt pendant 2 ans, parce que les boîtes avaient autre chose d'abord à regarder. Bien sûr. Elles avaient autre chose à investir. Et puis, de toute façon, il n'y avait plus de sport en 2020, quasiment. Les Jeux Olympiques, on a déprogrammé, on a remis en 2021. Et puis là, c'était de nouveau du confinement. Donc, c'était impossible de capitaliser puisque les Jeux sont passés à huis clos. Bien sûr. Donc, c'était compliqué de capitaliser alors que les gens avaient d'autres chats à fouetter dans leurs entreprises. Et toi, avec le recul, justement, parce qu'on parle de return on emotion, but toi, j'ai bien compris que c'est ça aussi qui te nourrit parce que quelque part, on ne t'a pas demandé, c'est une idée qui t'est venue, cette fondation, de voir qu'il y avait une demande, c'est de mettre en lien les gens, c'est organiser tout ça, c'est toi-même voir quand un athlète de la fondation fait une performance, c'est avoir cette émotion qui doit être vraiment grisante pour toi. Est-ce que tu penses que justement les Jeux de Tokyo, le fait qu'il n'y ait pas eu autant d'émotions sur le terrain, est-ce que tu as des retours comme quoi il manquait vraiment quelque chose à cet événement sportif, que sans le public, le sport n'est plus là? Alors oui, les athlètes, ils l'ont bien ressenti, hein, parce qu'on voyait les athlètes seuls dans les stades ou dans les salles ou au bassin, etc. Mais il y avait tout ce qu'il y a autour, tout le côté anxiogène, parce que le Japon était vraiment très, très méfiant. Rappelle-toi, plus de 50% de la population ne voulait pas un moment des Jeux en disant « ils arrivent du monde entier, ils vont nous contaminer encore un peu plus ». Et donc, les Jeux se sont passés dans une méfiance et nos amis japonais avaient mis des protocoles très, très stricts. On peut les comprendre, évidemment. Ils ont quand même tenu à ce que les Jeux se déroulent, mais donc, c'est très anxiogène pour les athlètes. Et bon, il y a quand même la motivation de la performance, la motivation de la compétition. Mais voilà, beaucoup m'ont dit c'est pas la même chose. Hein. Retrouver le public, ça a été pour eux quelque chose de grandiose. Retrouver l'émotion, voilà, pouvoir saluer autre chose que des caméras et juste un entraîneur et 4-5 journalistes. Enfin,
concourir dans une salle, dans un stade vide, Ouais. c'est quelque chose de paradoxal, quoi. Qui est paradoxal, pour avoir vécu les Jeux Olympiques en tant que bénévole quand j'étais à Sydney pendant mon master en nutrition, c'est vrai que c'est une ambiance. Les volontaires qu'il y avait aux Jeux Olympiques de Sydney, ils étaient tous là volontaires, il y avait des médecins, il y avait plein de gens parce que c'est cette ambiance qui fait que, comme tu l'as dit, c'est l'émotion, c'est la relation, c'est la beauté du sport. Oui, il y en a qui gagnent énormément d'argent, il y en a qui n'en gagnent pas du tout. Dans le village olympique, voir des personnes qui, d'un côté, sont semi-professionnelles et d'autres ont 16, 17 ans en gymnastique, pour eux, ou pour elles, c'était quelque chose d'extraordinaire. Pour moi, ça fait partie effectivement de cet esprit du sport que tu connais fort bien et que tu essaies de retrouver justement entre les entreprises pour avoir ce porte-drapeau belge, par exemple, à l'étranger, ou en tout cas le soutien de rêves d'athlètes. Ben oui, mais et je pense aussi qu'il n'y a pas plus proche que les artistes, que les sportifs et les entrepreneurs. Mm-hmm. Parce que finalement, ils vivent les mêmes choses. Hein. Mm-hmm. Ils vivent les mêmes choses. Ils ont pas les mêmes moyens, ils n'utilisent pas les mêmes outils. Et quoique, ils devraient le faire notamment au niveau psychologique, au niveau accompagnement, au niveau Clairement. team building, au niveau management aussi. Voilà, je pense qu'il y a tellement de parallélisme entre les trois. Alors moi, je suis un peu plus versé du côté entrepreneurial et du côté du sport. Quoique dans mes organisations, je commence à amener des gens dans des concerts où les gens viennent voir des chanteurs très connus dans des petits concerts privés, etc. Et je vois leur tête, je vois l'émotion, je vois leur visage. Et donc, encore une fois, c'est pareil. Gagner un contrat, avoir quelqu'un qui vous dit ben, c'est bon, je vais travailler avec vous, on va signer, ou bien je vous prends pour 2 ans comme indépendant, comme freelance, etc. Voilà, où on va acheter votre produit, où on va diffuser votre produit, ou bien on va gagner une compétition ou assister à une compétition. Voir un artiste qui joue un morceau de musique et qui le joue divinement bien, avoir des moments magiques où le temps suspend vraiment son cours. Voilà, on se souvient de Thierry Leboeuf en 2008 à Pékin qui franchit la barre. Moi, je me souviens de mon fils qui avait une dizaine d'années, enfin un peu plus, il en avait 13, et il me dit, dans les 3 derniers sauts, il m'a dit, elle va le faire. Tant que c'est pas fini, tant que c'est pas son dernier saut, elle va être championne olympique. Et il avait cet âge-là. Et après, il m'a dit, t'as vu, je te l'avais dit. Je te l'avais dit. Et c'est des moments magiques, des moments de suspension, et que vivent ces 3 mondes. Et ces 3 mondes sont parfois tellement éloignés les uns des autres, alors qu'ils devraient se rapprocher et interfacer beaucoup plus. Et je pense que mettre des artistes avec des sportifs et avec des entrepreneurs, et que chacun discute, chacun parle de son côté, ça peut être extrêmement régénérant pour les 3 milieux. Tout à fait, parce que c'est vrai qu'on parle d'émotion aussi bien dans le sport que dans un spectacle, mais quand on passe, on ne va pas compter les heures d'un entrepreneur ou de quelqu'un qui bosse pour son projet, sa mission, mais il devrait aussi avoir cette expérience. Pourquoi est-ce qu'on doit avoir le nez dans le guidon, dans l'anxiété, dans le stress, à partir du moment où on devient entrepreneur, se retrouver seul, alors que finalement, oui, au-delà de la vie de famille qui est importante, des loisirs qui sont importants, c'est quand même dans le travail qu'on essaye de s'exprimer le mieux, quel que soit le service ou le produit qu'on vend. Et il faudrait en faire une expérience aussi riche, même si évidemment le sportif et l'artiste, ben oui, il y a le summum du concert ou de la compétition, mais derrière, il y a plein de stress, il y a plein de sacrifices. L'entrepreneur aussi, il devrait avoir ce moment de summum, de fête, finalement, de célébration d'une réussite. Mais je crois qu'il faut savoir fêter. Alors, il faut savoir fêter bien, convenablement, profiter du moment, hein, carpe diem. Les sportifs le font, les artistes le font aussi. Je pense aussi qu'il faut rapidement derrière pouvoir se remobiliser, se remettre au travail. Voilà, on gagne une compétition, on est champion de son pays, on a gagné le championnat. Ben, une fois la fête faite, les 3-4 jours de fête, on pense déjà à la suite. On pense aux joueurs qui vont partir, à ceux qu'il va falloir arriver, on pense au projet. Et donc, quand on a gagné un contrat en tant qu'entrepreneur, mais je pense qu'il faut, ou même des petites étapes, il faut pouvoir faire une fête, marquer des arrêts et pouvoir se poser, regarder un peu derrière le chemin qu'on a parcouru. Je pense qu'on dit indépendant, et souvent on dit que l'indépendant, il est seul.
mais il existe plein d'endroits où l'indépendant n'est pas seul, hein, notamment sous formes diverses et variées. Les coworking, par exemple, ça c'est une forme. Les associations d'entreprises, les associations sectorielles où les gens peuvent partager à la fois leurs inquiétudes, leurs émotions aussi ou leurs succès. Je pense qu'ils peuvent échanger. Et comme je te le disais, et je le répète, l'émotion dans le sport. Et en tout cas, fréquenter des sportifs, etc. Aller investir dans le monde culturel ou dans le monde du sport. Et je crois que les entrepreneurs vont aussi obtenir beaucoup de ces deux mondes et pas mal de clés qui vont leur permettre sans doute d'aborder des périodes compliquées ou des phases compliquées qu'on connaît tous en utilisant des petits trucs que les deux autres mondes utilisent aussi. Tout à fait. Mais on va justement en parler, toi, en tant qu'entrepreneur et en tant que sportif, savoir un petit peu quelles sont tes routines que tu utilises pour maintenir la forme. J'ai vu sur les réseaux, justement, que tu es en plein dans un défi pour te remettre en forme. Mais en 2021, tu avais également lancé la Restart Academy pour pouvoir justement, à la sortie du confinement, voir comment se sentaient les entrepreneurs, les employés, les personnes du monde du travail, justement par rapport à leur prise en main mentale, prise en main physique et nutritionnelle. Je mettrai justement cette heure et demie vraiment intéressante en commentaire et en descriptif de cette vidéo. Mais toi, de ton côté, Charles, qu'est-ce que tu fais ou est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quelle est la raison de ce défi? Comment tu arrives à gérer la vie professionnelle, la vie caritative et organisationnelle des différentes casquettes que tu as et ta forme physique à toi? Alors d'abord, petit rétroacte, quand j'étais coureur cycliste, là j'étais vraiment jeune. Et là, tu es dans l'adolescence, tu es en partie l'insouciance, tu as tes coachs qui te donnent des trucs, etc. Tu les prends, tu les écoutes. Mais là où j'ai vraiment commencé à rentrer dans la quintessence de ça, c'est quand j'ai commencé le judo et quand j'ai eu le plaisir de commencer le judo à l'Interjean Blue Havre, avec Cédric Teymans notamment, qui était à l'époque le meilleur judoka francophone belge en activité, vice-champion vice-champion d'Europe, participation aux Jeux, etc. Et donc, tous les échanges, l'inspiration que j'ai eue par rapport à lui et des échanges, c'est devenu un ami, hein, Cédric, je peux le dire. Et je suis assez fier et honoré de cette amitié de longue date. On ne se voit pas beaucoup parce qu'aujourd'hui, il est devenu le patron de la direction c'est le directeur sportif de la Fédé. Hein, donc des Thomas Nikiforov qui ont commencé avec lui, des Charline Van Snick aussi qui ont continué, les exploits qu'on voit aujourd'hui de Sami Chouchi, de Jo Verstraeten, etc. Ben voilà, c'est notamment en partie grâce à lui. Mais moi, je me suis beaucoup inspiré quand il était en activité de sa force mentale, en même temps cette résilience, cette capacité de travail, de se remettre en question. Le judo, on perd tellement vite, on peut gagner un grand chelem, mais la semaine suivante, perdre au premier tour des championnats du monde et rentrer à la maison. Voilà, Robert Van de Waal à Los Angeles, il était champion olympique en titre et au premier combat, ça a été vraiment un coup de malchance et puis ça peut vraiment tourner au vinaigre. Voilà, et comment on se remobilise. Et donc, c'est toutes des choses. Quand la pandémie a commencé, notamment, je me suis dit, là, on est parti sur un truc et ça va être un peu comme le garçon ou la fille qui décide d'aller aux Jeux Olympiques un jour. Je veux dire, ça va être un long parcours et ça va être une longue prépa. Parce que ce qui commence là, en février-mars 2020, ça ne va pas sortir en 2-3 mois. On va avoir du mal. Il va falloir... Oui, je sentais... Enfin, j'ai beaucoup réfléchi et je sentais qu'on allait être sur la durée. Je pressentais des hauts et des bas chez les gens. Je pressentais que voilà, les gens espéraient que ça... Moi aussi, hein, finalement, j'espérais que ce soit vite fini. Mais une épidémie, ça reste une épidémie. Quand on voit un historique des épidémies, mais on sait que ça dure en général très longtemps. Et je savais que ça allait travailler énormément sur le mental des gens. Et là, je me suis dit, Charles, tu dois vraiment te réinspirer du monde sportif, te réinspirer des sportifs que tu connais, comme le sportif qui est blessé 3 mois avant les Jeux alors qu'il est qualifié. Je pense à Gabby Willems, hein, par exemple, qui était sélectionnée pour les Jeux en judo et qui seront les ligaments. Donc, elle sait que c'est fini, quoi, tu vois. Et il va falloir se remobiliser. Et elle revient aujourd'hui et c'est tant mieux. Mais donc, voilà, ça, je savais que ça allait être compliqué. Idem à la sortie, quand on a dit aux gens qu'ils allaient pouvoir sortir, etc., la De Gate Restart Academy, ben, ça a été fait avec une nutritionniste, avec un préparateur physique et un coach mental. Oui. Parce que
si les gens allaient pouvoir ressortir, retrouver tout le monde, se réembrasser, etc. Ben, je compare ça aux naufragés, tu vois. Ton bateau fait naufrage, tu sautes dans le dinky, tu mets en route ta balise de secours, ta balise Argos, tu es avec ta combinaison de sauvetage et tu es en mode survie. Et tu es dans ton canot, là, et puis tu as l'hélico qui arrive, tu as un plongeur qui saute, on t'élitreuille, on te remonte dans l'hélico et on te dit, ben, dans 20 minutes, tu es à l'hôpital ou dans le bateau, et c'est là que tu t'écroules. Ouais, bien C'est sûr. pendant les heures où tu es dans le dinky occupé de lutter contre les éléments, c'est quand tu es dans l'hélico, quand on te couche par terre et qu'on te dit ça y est, c'est là que tu t'écroules. Et je savais que c'était à la sortie du confinement que les gens allaient, voilà, les gens étaient dans le dur, dans la résistance. Et puis après, ben, ils voulaient se rencontrer, etc. Et là, maintenant, on vit une époque un peu compliquée. Et je pense qu'on va la vivre aussi, notamment à la rentrée, à l'automne. Je suis pas un pessimiste de nature, vraiment pas. Mais je sens que les gens vont avoir du mal. Parce Ouais. qu'en plus, il y a d'autres éléments qui se sont ajoutés. Hein. Il y a la crise en Ukraine. Enfin, la crise, c'est vraiment la guerre là-bas. Et donc, tous ces éléments anxiogènes ont C'est ça. pensé être sortis de la Covid. Et voilà, d'autres éléments géopolitiques font surface, l'augmentation du prix des énergies, etc. Donc, toutes ces incertitudes, je relisais une série d'articles ici hier soir, et je voyais, notamment dans les titres de journaux économiques qui sortent hebdomadairement, ben, il y a très peu de titres encourageants et beaucoup Mm. d'incertitudes, beaucoup de questionnements. Et donc, c'est pour ça que les Belges aujourd'hui et les Européens ne sont jamais autant partis en vacances que maintenant. Mhm. Ils veulent en fait célébrer, faire un peu la fête, se vider la tête. Et je pense que le retour va être certainement compliqué pour beaucoup. Mhm. Et je pense qu'il faut voilà, mettre des choses en place. Et encore une fois, ben, s'inspirer du monde de l'art et du monde du sport. Et du coup, toi, tu vois probablement avec justement ton expérience en cyclisme ou en judo, tu peux t'inspirer du monde du sport et tu vois les choses éventuellement parce que tu prends du recul. Mais concrètement, tu t'obliges quelque part à t'entraîner 3 fois, 4 fois, 5 fois semaine. Tu fais attention à ton sommeil, à ton alimentation. Qu'est-ce que concrètement Alors, tu le fais? sommeil, le sommeil c'est compliqué. Le sommeil, c'est compliqué, je t'avoue. Mais beaucoup de gens me demandent, mais comment tu fais pour faire tout ce que tu fais? Oui, c'est ça. Mais d'abord, j'ai pas l'impression de travailler. Ça, c'est déjà une grande chance. Je fais les choses avec passion, y compris mon job à De Gate, et y compris avec les gens qui sont autour de moi. J'ai vraiment une très chouette équipe, j'ai de chouettes associés. Donc c'est important, je me sens très bien au boulot. Ça, c'est bien important. Et si je ne m'y sentais plus bien, je crois que je ne ferais pas long feu. C'est ça. Je ferais plus long feu, je partirais. Ça, c'est à peu près clair. Et je ferai autre chose. Hein. Beaucoup de gens disent tu ne saurais pas faire autre chose que De Gate. Ouais, je crois que c'est mal me connaître. Voilà. Ouais. Il y a plein de projets, donc je vais dire c'est pas. Mais en attendant, je m'y plais. Je crois dans mon produit. Je crois dans le produit qu'on a mis en place. Je crois dans le futur. Je pense que la solution du bureau, De Gate fait partie de la solution des C'est bureaux, ça. puisqu'on a une sorte d'hôtel pour entreprise. On gère tout. Tu remplaces les lits par des bureaux. Et aujourd'hui, ben, tout le monde prend des voitures en leasing dans la plupart des entreprises, des voitures en renting parce que c'est facile, c'est une facture par mois. Ben, chez nous, le bureau, c'est pareil. Ouais. Mais au niveau du sport, alors, quand j'ai dit que la Covid était une grosse difficulté, une catastrophe, j'ai aussi pensé que ce serait une opportunité pour nous, parce que les gens allaient voir le bureau sous un autre aspect. Mhm. Mais encore une fois, il fallait une certaine longueur. Les gens, dans un premier temps, ils sont dans l'urgence de la crise, ils ne pensent plus du tout au bureau. Ils pensent à sauver leur peau, à ne pas être contaminés, à ce que leur personnel ne soit pas contaminé, à ce que l'économie puisse perdurer, comment on va faire pour travailler à la maison, etc. Et je savais que sur le long terme, c'était ça. Donc à un moment, il faut s'inspirer vraiment. Et en même temps, je pense qu'il faut, ça fait quand même partie, on a un capital physique. Hein. Peu Mhm. d'entrepreneurs sont conscients de ça. Beaucoup négligent leur capital en disant non, je dois bosser, je dois me C'est donner à ça. mon boulot. Et donc, je néglige ma santé. Mais négliger sa santé, alors moi aussi, hein, je peux faire beaucoup plus de choses, je devrais faire beaucoup plus de choses pour ma santé, mais j'essaye d'en faire quand même pas mal, tout simplement parce que je sais que c'est mon capital à long terme. Mhm. Et c'est aussi mon capital parce qu'un jour, je m'arrêterai, entre guillemets. Je m'arrêterai jamais, je pense, mais je m'arrêterai sous la forme actuelle. Et si je veux profiter des choses, ben, j'ai envie d'être en bonne santé quand je profite, tu vois. Et je crois que c'est important aussi, c'est ça. Je reviens à profiter sur les choses, Oui, mais en bien même sûr. temps, c'est en forme. Il y a beaucoup de gens qui me disent, je n'ai pas le temps. Oui. Euh, Tu comprends, j'ai plein de choses.
Je pense que c'est vrai pour beaucoup, mais je dis aussi à certains, je prends des dames par exemple, et les dames me disent, mais j'ai pas le temps, tu te rends compte, j'ai les enfants, j'ai ci, j'ai là, j'ai mon job, tout. Et je dis, est-ce que tu vas chez le coiffeur? Alors, dans mon cas, c'est facile. Mais je dis, est-ce que toi, tu vas chez le coiffeur? Il m'a dit, ben oui, je vais chez le coiffeur. Et je dis, tu vas chez le coiffeur pourquoi? Bah, parce que j'aime ça, parce que je veux être élégante, parce que tu n'as pas envie d'avoir les cheveux qui tombent n'importe comment, parce que je vais à une fête ou à un mariage, etc. Donc, je dis, tu prends le temps. Tu prends le temps pour toi, tu prends le temps de te faire coquette. Certains prennent le temps pour faire autre chose. Et je dis, prends un peu ton temps. Il ne faut pas beaucoup de temps. C'est une petite gymnastique intellectuelle qui amène à la pratique du sport. On peut pratiquer du sport 3 fois 10 minutes par jour. Hein. Ah, bien sûr. Tu sais, on prend une pause pour le déjeuner. On se dit, ben, avant de manger, bien entendu, je peux faire quelques petits exercices, je peux faire quelques petits trucs. Il y a plein de choses à faire, mais très simplement, ben Antoine, mon fils cadet, avec qui je fais mon défi et qui est coach sportif et qui me parlait d'un peu de ma masse graisseuse et tout, en disant, mais moi, je te détruis ton mythe. Hein. Et je dis, oui, ben ok, ben, je dis, faisons quelque chose. Ouais, Mais voilà, il arrive à me tuer avec rien, ouais. avec aucun instrument, quoi. Tu vois, ou avec juste ce qu'il a sous la main. Tu peux faire des trucs avec un sac à dos, avec un ordinateur dedans, tends les bras avec le sac à dos au bout et fais quelques exercices, évidemment, en bonne posture, avec un gainage, etc. Et ça va te tuer tes bras, ça va te tuer tes épaules et tu vas sentir tes abdos qui travaillent. Hein, avec une bêtise. Il y a des gens qui travaillent avec 2 bouteilles d'eau d'1,5 litre. Hein, tu vois, voilà, donc on peut faire avec beaucoup de choses, mais je pense que c'est très important d'avoir un minimum de forme physique parce que la forme physique rejaillit aussi sur la performance à la fois intellectuelle ou la Clairement. performance physique au boulot. Est-ce que toi, tu l'as vu justement avec les nombreux réseaux que tu côtoies avec ces 2 dernières années et connaissant, je dirais, les contacts que tu peux avoir avec ton réseau, tu connais les gens de manière souvent, probablement, au-delà de l'aspect purement professionnel. Est-ce que tu as pu repérer dans ton réseau les gens qui ont le plus de résilience depuis 2 ans parce que tu sais qu'ils sont un minimum actifs, qu'ils font un minimum attention à leur alimentation ou pas? Oui, ça je l'ai vu quand même chez des gens qui pratiquent une activité physique en général. Je pense que ça fait, enfin évidemment, je pense pas, je suis convaincu, ça fait énormément de bien et je vois la différence. Certains qui se sont arrêtés parce que les gens ont fait du pain, ils ont fait toute une série de choses et c'est très bien, mais voilà, le pain ça fait gonfler aussi. On a cuisiné beaucoup. Ouais. Voilà, les gens se sont mis un petit peu au vélo, à la marche, et puis ils en ont eu marre de faire le tour du quartier. Certains se sont mis au jogging, ils ont arrêté. Et je pense que c'est très, très compliqué. Alors, les petits apéros du soir, hein, parce que ça, on avait encore, pouvoir prendre un verre à la maison, en couple, avec la famille, etc. C'était la seule chose qu'on pouvait faire. Certains le faisaient par Teams. Hein. On a fait aussi des apéros par Teams. Ben oui, c'est compliqué. Et d'autres, ben voilà, ils se faisaient un point d'honneur à travailler physiquement. C'est ça. Même parfois certains en cachette, en schmette, comme on dit, parce qu'il faut savoir qu'on a fermé toutes les salles de sport aussi. Voilà, alors on peut comprendre, hein, on peut comprendre sur les distances sociales, etc. Mais je pense qu'on n'a pas assez, et encore en Belgique, on n'a pas été trop mal. Il y a des pays où c'était beaucoup plus compliqué. Mais voilà, je pense qu'on n'a pas mis assez la pratique, l'activité physique, je ne vais pas dire le sport, mais l'activité Tout à physique fait. en avant comme lutte contre la Covid, parce qu'on s'est aperçu aussi que beaucoup de gens c'était les gens qui avaient des causes de comorbidité qui étaient le plus attaqués. Donc, Exactement. l'obésité, les maladies cardiovasculaires, voilà, et tout ça fait beaucoup. Donc, à la fois travailler son alimentation, à la fois bouger un peu, je crois que c'est important. C'est important, remettre les gens, comme dit mon fils, en harmonie physique et mentale par le mouvement. Ça, c'est très Exactement. important. Tout à fait. Et si je donne un bête exemple, en mars 2020, j'ai connu ma première expérience de sédentaire parce que c'était facile pour moi en tant que formateur et coach de pouvoir être actif, mais du jour au lendemain, se retrouver dans une maison et encore, j'avais la chance d'avoir un jardin, c'est compliqué de se retrouver justement finalement derrière un ordinateur 7 heures et de trouver des occasions en plus de s'entraîner, de rester en forme. Alors moi, c'était facile puisque c'est mon métier, mais je me suis rendu compte pour une fois à quel point pour la personne qui n'a pas ces habitudes-là que c'était compliqué. Mais tu l'as très bien dit, le micro-dosage d'exercice, 3 fois 5, 10 minutes sur la journée, sera toujours mieux
que de rester 7 heures derrière un ordinateur inactif. Et donc, il y a Évidemment. toujours des solutions. Et c'est vrai que le fait d'avoir ces 2 ans un peu de tests, maintenant, normalement, on est mieux outillé avec justement les pièges de la relation entre le stress mental et le fait de s'ennuyer. Et à ce moment-là, on prend un apéro en plus, on grignote en plus. Bon, on ne savait plus sortir, je dirais, au restaurant à l'époque, mais normalement, on a appris ces 2 ans. Mais quels seraient, toi, selon toi, aujourd'hui, Charles, les conseils que tu pourrais donner justement aux entrepreneurs, aux indépendants, aux coachs qui ont, je dirais, qui n'ont pas passé ce cap, qui n'ont pas passé le cap de se dire, OK, là, on a eu 2 ans, 2 ans et demi intenses au niveau anxiété, au niveau stress. Tu l'as dit, l'automne risque d'être encore un petit peu stressant. On a l'inflation qui explose partout dans les pays occidentaux et même au-delà. On a la situation anxiogène. Ce manque de perspective de l'avenir est quelque chose qui peut être très stressant. Comment toi, tu arrives aujourd'hui à maintenir l'optimisme pour les prochaines années et quel serait éventuellement le conseil que tu pourrais donner? D'abord, je pense que une des choses principales, c'est prendre conscience de ses faiblesses. Déjà, parce qu'il y a des gens qui nient, hein. Non, je vais bien. Mmh, mmh, Tu sais, les plus grands alcooliques, ils ne boivent pas, hein. C'est bien mmh, connu. Ils n'ont jamais bu et tu ne trouveras jamais les bouteilles que tu trouves chez eux cachées, c'est par accident. mmh. C'est des gens qui les ont mis là. Donc, je crois que c'est prendre conscience en disant je vais pas bien, déjà. Je crois que c'est des choses importantes. Euh, D'avoir une vue la plus impartiale possible sur sa situation personnelle. Et donc, c'est savoir aussi que les gens peuvent se faire aider. Parce C'est qu'à ça. force de. Y a pas mal de solutions pour se faire aider. Les solutions ne sont pas uniques, elles peuvent être multiples, hein, bien entendu. Mais je pense qu'aujourd'hui, on est en 2022. Donc, quand on demande bonjour, comment ça va? Et que tu dis oui, ça va, alors que ça ne va pas, mais je pense qu'aujourd'hui, on peut dire aux gens, même à ses collègues, etc., tu sais, aujourd'hui, ça ne va pas. Ce n'est pas une faiblesse, hein, c'est tout Mmh. simplement, on est des humains, on a des vies, on a des biorhythmes, et parfois on a des phases de down, etc. Et donc, je pense qu'en parler, c'est déjà la première des bonnes choses, hein, parce que souvent, les gens qui arrivent à des issues fatales, je viens encore d'apprendre, enfin, quelqu'un qui malheureusement s'est suicidé il y a déjà quelques mois, ben, j'ai appris aujourd'hui qu'il s'était suicidé, en fait. J'avais appris qu'on l'avait retrouvé mort, mais en fait, il s'est suicidé. Une personne dont, a priori, voilà, Ouais. moi j'aurais pas. Enfin, voilà, elle n'était pas du tout euh, dans le train, mais ça, les gens qui se suicident et qui passent vraiment à l'acte sont des gens ultra déterminés. Mmh, Et voilà, je pense que c'est aussi peut-être quelqu'un qui a jamais dit qu'il était mal alors qu'il souriait tout le temps. mmh. Euh, donc ça, je pense que c'est vraiment très, très important. Je pense que des solutions existent. Et je pense aussi que se reprendre en main à partir du moment où tout est un peu détruit dans notre tête, dans notre psychique ou dans notre physique, mais c'est comme un maçon, c'est comme un athlète, mais c'est comme un maçon qui va construire une maison. S'il est découragé le premier jour parce qu'il a juste commencé à creuser les fondations, ou creuser les caves, ou quand ils ont bétonné et qu'ils ont mis les 14 premiers blocs, et qu'il y en a 6000 à mettre, il pourrait se décourager aussi. Et Mmh. je pense que repartir, c'est tous les jours reconstruire et mettre une petite brique. Tu vois, quand on touche le fond, mais on est dans le fond. Donc, ce qu'on Mmh. peut faire, c'est soit rester dans le fond, soit rebondir. Et rebondir, c'est en construisant, en remettant des petites briques sur son mur personnel tous les jours Mmh. et en refaçonnant son mur personnel, en prenant bien conscience que ça va prendre du temps, mais que chaque jour, on va pouvoir le recréer. Et je pense qu'il y a moyen voilà, de faire pas mal de choses, parler aux gens, et en même temps, il y a plein de petites solutions avec des gens dans beaucoup de domaines, hein, notamment dans le coaching, dans l'accompagnement, etc. Euh, et je pense que même pas spécialement un seul coach, mais plusieurs Ouais. peuvent aider parce qu'ils sont dans différents domaines. Et je pense que, enfin, je suis convaincu, hein, l'activité physique, de toute façon, c'est quelque chose de super important. On voit plein d'étudiants, ils ne courent ou ils ne font de l'activité physique que pendant leur période de blocus et d'examen. Mmh. En dehors de ça, certains font la fête tout le temps. Ouais, ouais, Mais ouais. c'est que c'est un exutoire, c'est que ça leur permet à la fois de se régénérer et en même temps de se fatiguer pour récupérer, de se fatiguer physiquement pour récupérer de la concentration intellectuelle. Bien Et sûr. donc, je pense, voilà,
je pense que c'est très important. On élude souvent dans nos sociétés occidentales l'activité physique. Et je crois qu'il ne faut pas du tout l'éluder, il faut la remettre, et même dans le boulot. Hein. Pourquoi doit-on tenir spécialement des réunions assis? On peut tenir des réunions à 2 ou à 3 en allant marcher. Bien sûr. On a un superbe parc ici dans l'Axis. Ben voilà, il m'arrive d'aller en réunion avec une personne et de marcher, tout simplement, Clairement. et de faire la réunion. On sait le faire à 3, hein, quand tu es au milieu de 2 personnes. Après, à 4, 5, 6, ça devient compliqué de marcher, de voir tout le monde. Mais voilà, c'est des petits éléments comme ça qui permettent de se rafraîchir. J'ai connu une boîte de l'Axis. Enfin, c'est une grande boîte au niveau belge. Eh bien, pendant le confinement, ils ont mis en dehors de l'heure de table, ils ont mis 1 heure blanche en disant il n'y a pas de Teams, il n'y a pas de Zoom dans la journée. Je vais prendre un exemple, entre 13h et 14h. Tout simplement, sortez, allez vous promener, profitez de la lumière du jour, parce qu'en hiver, il fait noir très tôt. Eh bien, on ne vous colle pas, on ne se colle pas des Teams et des Zooms pendant cette période-là. Et sortez, bougez, allez dehors, prenez l'air. C'est ça. Et j'ai trouvé vraiment ça, cette idée géniale. De se dire on se force à libérer du temps. C'est ça. Et si je comprends bien, finalement, l'entrepreneur indépendant, ben, il a un comptable, il a d'autres experts. Il devrait aussi avoir un point contact santé, que ce soit un coach sportif, un nutritionniste, un médecin, mais au moins avoir une vue régulière sur son état de santé et en même titre, comme tu viens de l'expliquer, prendre rendez-vous dans son agenda avec ce rendez-vous santé, que ce soit pour sortir, marcher, parce qu'effectivement, on n'a pas besoin d'être sportif. Hein, le fait que tu dises effectivement prendre l'air, être en contact avec la lumière, c'est extrêmement important. Et je suis tombé récemment sur un livre que je n'ai pas encore lu, mais je trouvais le titre du livre extraordinaire. C'est La dépression déteste les cibles qui bougent. Et c'est la personne qui, en dépression, a pris son chien et est sortie de la dépression en allant marcher. Alors, on n'est pas obligé d'avoir un chien ni d'être dépressif pour le faire, mais je trouvais cette phrase vraiment percutante en disant non, si on bouge, c'est qu'il y a de l'espoir, c'est que ça se passe bien, on fait bouger. Exactement. Voilà, un tas de paramètres et ça n'est pas spécialement avec cette idée de transpirer absolument et petit à petit on construit comme on construit son business, on reconstruit comme tu l'as dit le mur, on façonne son corps, quel que soit l'âge, quel que soit le niveau, on peut toujours mettre une brique en plus. Ah, bien sûr, et je pense aussi, je dis souvent dans les entreprises, vous exigez à des chefs d'entreprise, tu exiges de tes collaborateurs qu'ils soient performants, tu veux que ce soit diffusé, et finalement, ils mangent et ils vivent comme et tu les fais travailler comme des tracteurs. Tu sais pas avec du carburant de tracteur monter une fusée, tu vois. Et donc, ils me regardent parfois en rigolant, en disant ouais, mais non, je vais pas en faire des champions olympiques. Mais je dis, il faut pas en faire des champions olympiques. Il faut simplement conscientiser, leur donner des pistes. Et je vois pas pourquoi dans la journée, tu peux pas, par exemple, à un moment, plutôt que de dire ben, on va faire un drink, on va mettre des chips et des cacahuètes, on va faire un petit déjeuner, on va mettre des croissants et des viennoiseries. Tu peux essayer autre chose. Tu peux essayer d'autres pistes. Alors, il y a des gens à qui ça va pas plaire, il y en a d'autres à qui ça va plaire. Tu peux pas forcer les gens, mais tu peux au moins les éveiller à certaines choses. Tu peux les éveiller au mouvement, tu peux les éveiller à la nutrition, tu peux les éveiller au coaching de la performance. Tu peux aussi les éveiller sur le fait qu'eux aussi, ce sont des athlètes finalement, des athlètes d'entreprise, hein, comme on dit chez Mental Fit notamment. Et tu peux aussi les éveiller à ça en disant que la performance, ben, ça se travaille. Ça ne se mesure pas que sur les tableaux Excel ou les chiffres de rentabilité. Ça se travaille aussi bien en amont avec des gens qui, une fois qu'ils sont bien dans leur peau, comme on disait chez nous dans le temps, bien dans leur loc, dans leurs vêtements, ben, quand ils se sentent bien, automatiquement, il y a des choses. Les problèmes sont un peu moins gros, tu vois, et les objectifs deviennent un peu plus atteignables. Tout à fait. On a l'impression qu'on va les atteindre plus facilement. Clairement. En même temps, certaines activités, elles soudent les équipes. Tu vois, je pense que quand on est dans une équipe, il faut surtout supprimer la concurrence. Tu vois, le meilleur vendeur, tu vois, ça c'est des modèles qui sont complètement dépassés. Le meilleur vendeur, il est peut-être très bon vendeur, mais s'il ne fait que vendre et puis qu'il laisse tous les autres se débrouiller derrière,
ou au détriment, tu vois, si quand il part en vacances, il ne donne aucun dossier à ses collègues, entre guillemets, c'est pas des collègues, ça devient des concurrents. Ouais. Donc, si tu, la performance, elle est souvent collective. C'est ça. Elle est souvent collective. Dans le monde médical, ce que le monde médical a réalisé pendant la pandémie, c'est une performance collective, complète, une performance hors du commun, que des gens ne s'imaginaient même pas pouvoir réaliser. Et ils l'ont fait parce qu'ils étaient dans le bain tous ensemble, et quand il y en a un qui tombait, il y a d'autres qui relevaient le gant et qui serraient les rangs. Et je pense qu'on peut s'inspirer de tout ça en entreprise. On devient champion du monde tout seul, même sport individuel. Clairement. Et ce n'est pas le vendeur et le meilleur vendeur de l'entreprise qui fait toute l'entreprise. Il y a des gars ou des filles qui serrent des boulons derrière ou qui préparent qui transforment le contrat en une réussite quotidienne. Parce que quand tu fournis, tu penses, tu gagnes un grand contrat de fourniture de pièces ou d'aliments ou de services, mais il y a derrière tous les gens qui vont le fournir au quotidien. Et qui tous les jours, ce service, cet aliment ou ces pièces, elles doivent être bonnes. Oui, tu vois, et si les pièces n'arrivent pas, donc voilà, c'est toute une chaîne collective. Et je crois qu'on doit réapprendre de nos jours à jouer collectif. Tout à fait. À l'image du sport, mais à l'image de toute équipe qui réussit a besoin justement de la spécificité des forces de chacun pour avancer vers l'avant. Ben, je te donne un exemple, c'est le Tour de France actuellement. Hein. Bon, il va y avoir maillot jaune, maillot vert, etc. Bon, ils vont arriver à Paris. Il y en a qui y arriveront. Et ces gens vont toucher des primes. Eh bien, toutes les primes qu'ils vont toucher, ils vont les répartir dans toute l'équipe. Tu vois, donc les grandes vedettes qui gagnent le Tour de France ou qui vont gagner des maillots verts ou qui gagnent des étapes sont payées par leur contrat et par leur salaire. Et toutes les primes qui viennent en supplément, elles sont partagées non seulement entre les coureurs, mais aussi avec les mécaniciens, avec les kinés, avec les nutritionnistes, avec tous les gens qui sont autour. Et donc voilà, c'est ce remerciement collectif aussi. Et tout le monde gagne la même prime. Hein. Tout à fait. C'est-à-dire le cuisinier ou le mécano qui travaille tous les jours jusqu'à 21h, 22h et qui se lève à 6h du matin, eh ben, il va toucher la même prime que le coureur, finalement. Ils vont tous se répartir ça dans le pot commun. Parce qu'ils savent très très bien, hein, les grands champions, savent très très bien que sans tous ces maillons de la chaîne, ils sont rien du tout. Et donc voilà encore une autre source d'inspiration. Et ces grandes vedettes qui sont occupées de faire vibrer tout le monde du cyclisme pendant 3 semaines, mais s'ils n'ont pas un cuisinier qui leur prépare les choses convenablement, qui veille à plein de petits détails avec le nutritionniste, voilà, ça fait partie des détails qui feront que ces gars n'y arriveront pas. Et donc, ils remercient tout le monde. Eh bien, c'est à mon tour à te remercier, Charles, parce qu'effectivement, ce podcast a comme mission d'inspirer les entrepreneurs et j'espère que quelque part, ce que nous avons échangé aujourd'hui pourra inspirer sur un détail ou l'autre, sur une partie de ta carrière ou sur un mot ou une phrase. J'espère en tout cas que ça peut justement inspirer les plus jeunes et les plus expérimentés dans le monde de l'entrepreneuriat. Tu as partagé pas mal d'optimisme et pas mal de solutions, en tout cas, avec nous. Un tout grand merci, Charles. Je vais mettre différentes références pour ceux qui ont été interpellés par ce que tu as dit. Donc, la Be Strong Foundation, mais également The Gate à Mont-Saint-Guibert pour aller un petit peu voir ce qui s'y passe, parce que pour avoir pu bénéficier de tes services en lançant mon premier programme en ligne sur justement le micro-mouvement en entreprise, eh bien, je l'ai fait dans une de tes salles de conférence. Et est-ce qu'il y a d'autres informations qu'on pourrait partager? Tu m'as parlé d'un service d'hospitality que tu avais réanimé depuis le championnat du monde de cyclisme en 2021 à Leuven. Est-ce que tu peux nous en parler un tout petit peu? Ben, c'est dans le cadre de l'émotion. Hein. Ça correspondait l'année dernière avec la fin d'un de mes mandats dans une organisation économique. Les championnats du monde de cyclisme arrivaient en Belgique. Donc, quand on arrive dans la Mecque du cyclisme, et moi qui ai été coureur, et quand on est coureur même petit comme moi et très modeste, on est vacciné avec ça. C'est ça. Et donc, il fallait que je fasse quelque chose. Et je réunissais les deux mondes, en fait. Les deux mondes que j'aime, le monde du sport et du cyclisme en particulier.
comme le judo et plein d'autres sports, mais surtout le cyclisme. Et je réunissais le monde de l'entreprise. Donc voilà, j'ai repris des formules d'hospitality. J'ai invité les gens donc à pouvoir bénéficier de top formules en hospitalité sportive. Donc les fameux VIP qu'on va retrouver sur les lignes d'arrivée, dans les paddocks, etc. Et donc j'ai réuni pas mal de gens autour de ça. Donc les gens ont vécu un moment fantastique parce que 3 millions de personnes entre Anvers et Leuven, pratiquement 1 million rien qu'à Leuven. Wow. Donc c'était vraiment fantastique. Et donc voilà, donc j'ai retrouvé des gens du monde du cyclisme ou d'autres m'ont découvert. Et donc on a remis en place tout un programme avec les plus gros organisateurs de compétitions sportives en Belgique. On a remis en place, moi j'ai remis en place tout un programme d'hospitality sur lequel je vais me coller. Je ne suis pas l'organisateur spécialement, mais donc je prends des top formules, les plus belles formules, et donc je me permets à des entreprises d'en acheter une place, 2 places, 3, 4 places. Chaque entreprise peut mettre sa publicité, donc ils sont chez eux, chez moi. Ils peuvent faire vraiment ce qu'ils veulent, et donc ils peuvent bénéficier de cette hospitality, de la qualité de l'hospitality, sans devoir prendre la totalité du produit, parce que souvent on parle de 20 places, 30 places, 40 places au minimum. Chez moi, 2 places. 2 places au minimum suffisent. Et donc en plus, je crée le networking à l'intérieur de ça. Une de tes spécialités. Voilà. Et donc en même temps, aujourd'hui, grâce à ça, j'ai aussi le plaisir d'avoir des entreprises qui se prennent au jeu et qui disent, mais moi aussi, j'ai envie d'investir dans le sport, et donc accompagne-moi. Donc j'ai ma boîte de management, Max Cap Production. Et voilà, je suis assez actif sur LinkedIn. Si aussi, je te remercie de m'avoir invité dans ton podcast. Et si des gens veulent prendre contact avec moi ou s'ils cherchent, bien sûr, tu peux mettre mon LinkedIn en référence, bien entendu. Voilà. Quand je peux, je réponds toujours, parfois avec un peu de retard, mais je réponds toujours. Ce sera fait avec grand plaisir, Charles. Et justement, c'est par là que je vais terminer. Ceux et celles qui ont des questions, qui sont intéressés, je mettrai tous les contacts de Charles en descriptif de cette interview. Et si vous avez des questions, effectivement, vous pourrez alors contacter Charles directement sur son LinkedIn. Merci à toutes, merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel interview, je l'espère, aussi inspirant qu'aujourd'hui. Merci Charles, je te laisse aller pour ta soirée et on se retrouvera très bientôt, je l'espère. Merci David, salut. Salut Charles. Salut à tous, bye bye.